Nous sommes ensevelis sous le poids de l'information qui est confondue avec la connaissance, la quantité est confondue avec l'abondance et la richesse avec le bonheur. Et la phrase-là, je l'adore. Nous sommes des singes avec de l'argent et des armes. Et ça, c'est Tom Waits. Eh oui. Et c'est en couverture de ton livre, Marc, qui sort là, qui s'appelle Jeux de guerre, corruption française, la face cachée du terrorisme. Là, je viens d'avoir le livre, mais je l'ai lu sur une liseuse cette nuit, ce qui explique mes yeux rouges. Mais d'abord, je suis content de te revoir. La dernière fois, on s'était dit, il faut qu'on se revoie régulièrement. Et là, c'est la bonne occasion. En tout cas, moi, je trouve ça passionnant de discuter avec toi, parce que tu es sur le théâtre des opérations. Et franchement, appeler un bouquin Jeux de guerre en ce moment, c'est une sorte de prémonition. C'est à propos, voilà. Et bon, je l'ai pas fait exprès. Avant de parler du livre, je voudrais qu'on parle évidemment de l'Ukraine, quoi. Ouais, donc, bien sûr. Tu me disais que tu avais été informé bien avant tout le monde de l'imminence de l'invasion russe. Et tu as été informé par les services secrets américains, on peut le dire ça ? Ah non, on ne peut pas le dire ça comme ça. D'abord, je voudrais remercier les internautes d'être présents et de poser des questions en retour quand ils voient les vidéos. Je vais essayer de leur répondre aussi pendant cette séance. Mais je suis content de voir qu'il y a de l'intérêt. Et je vais donner une vue du conflit en Ukraine la plus neutre possible, comme un agent le ferait. C'est la démarche du livre, c'est donner l'information comme un agent, et vous qui recevez l'information, vous interprétez comme vous avez envie de l'interpréter. D'ailleurs, sur ta profession, ce qui te rend légitime pour parler de ça, toi tu dis je suis agent de renseignement. Oui, c'est bon. Mais parce que effectivement t'es pas directement, on va dire, encarté dans un service, mais on fait appel à toi. Voilà, je peux travailler avec les gens avec qui j'ai envie de travailler, on peut appeler ça du mercenariat si on veut, ça me gêne pas. C'est vrai qu'au Niger, c'était un travail qu'on peut qualifier de mercenariat. Et j'en ai fait pendant 7 ans au Niger. Voilà, c'est comme ça que cette industrie fonctionne, avec des contractuels. Moi, ce qui m'intéresse souvent, c'est de judiciariser. Quand je vois des crimes commis, c'est de collecter les informations concernant ces crimes, pouvoir aller voir des juges, judiciariser, aller voir la police de différents pays, c'est ce que je fais, on y reviendra par la suite. Ouais. Et donc, en ce qui concerne l'Ukraine... Avant que tu parles de l'Ukraine, je voudrais dire 2 choses concernant ça, parce qu'en lisant ton livre, tu dis « je », et tu te livres un petit peu. Il y a une phrase que j'ai retenue, c'est « ce qui me ronge, c'est la corruption ». Ouais. Et on sent que c'est viscéral, quoi. J'ai vu mes frères d'armes sombrer et ne pas s'en sortir à cause de la corruption. Il y a des moments où l'action militaire avait été bonne et où elle a été sabordée, notamment en Irak, par la corruption, et il n'y a eu aucun retour possible. Et ça a été un drame pour la population et ça a été un drame pour nous. Et on le comprend parce que c'est vrai que ça parcourt le livre et quand on le connaît un peu, les gens qui ne te connaissent pas peuvent être un peu se dire mais qui c'est ce type, quoi, etc. Ouais. Mais moi qui te connais depuis un moment, je sais que cette motivation est sincère, que c'est pas une posture. Oui, c'est pas, voilà. Etc. Moi, je peux prendre 10 ans à courir après quelqu'un. Madame Lauvergeon le sait, d'ailleurs. Ouais, on a rendez-vous avec elle bientôt. Voilà. Madame Lauvergeon étant la patronne de l'Areva, qu'on salue. C'est la patronne de l'Areva. Bon, alors l'Ukraine. Tu me disais tout à l'heure que tu as été informé bien avant tout le monde. Alors, je ne peux pas donner tous les détails. Et moi, je sais que ce qu'on me dit, mais je ne sais pas si tu le confirmes, c'est que Poutine serait malade. En fait, les services de renseignement analysent en permanence le comportement des personnes, notamment aux États-Unis, des personnes de haut niveau. Donc Poutine, forcément, puisque c'est un ennemi potentiel, etc. Donc oui, on analyse tout ce qui peut être analysé. Mais il n'y a pas de... On ne peut pas être certain du diagnostic tant qu'on n'a pas eu le bonhomme entre les bras et qu'il n'est pas passé au travers des médecins américains. Mais le diagnostic qui est posé aux États-Unis, c'est que c'est une sclérose en plaques. Il est vrai que Poutine, mais ça pourrait être autre chose, mais peu importe, le fait c'est que Poutine se sentait menacé déjà en 2021, parce que c'est quand même une bande de loups qu'il a autour de lui, qu'il a plus de 70 ans, et que ça commence à monter. La bande de loups, c'est les oligarques qui veulent le remplacer, parce que là, il est en poste. Il faut se rendre compte que chaque année, il y a dans une salle où il y a une table énorme en marqueterie, beaucoup plus grande que celle qu'on a vue à la télé, il réunit 60 personnes, c'est ces 60 oligarques, et qui distribuent les rôles.
C'est comme ça que ça se passe, l'économie russe. Et donc, le poids du tsar Poutine, il est impressionnant quand même. Et il sent bien que les autres voient sa fin venir. Hein, il voit bien, bon. Et lui, les oligarques, autour de lui, quand même, il y a quand même des questions que les types de... Tu parlais de 60 oligarques autour de lui, ils doivent commencer... Parce que eux étaient favorables dans l'ensemble à cette guerre. Enfin, on peut penser que... L'argent. Ouais, mais quand ils vont L'oligarque, commencer... non, l'argent. Mais l'oligarque, c'est l'argent roi. L'argent roi, l'argent fou. D'ailleurs, à ce propos, Abramovich, le patron de... T'as vu, il vend Chelsea et il se retire un peu. C'est quoi son... Il joue Il essaye de voir comment il peut profiter de son argent sans se faire saisir. Voilà, c'est comment on fait pour se sortir d'un guêpier pareil sans être complètement ostracisé. Hein. Il a envie de pouvoir profiter de son argent au moment où là, maintenant, tout le monde dit les Russes, on ne veut même plus les voir. À tort ou à raison. Mais ça, il y a un réel impact quand même. Oui, il y a un réel impact psychologique. Après, l'impact financier, ça va être différent. Par exemple, Swift, là aussi, on meurt la bombe atomique financière, Swift. Bon, la Russie a un accord de swap avec la Chine, ce qui fait que... Oui, je sais, j'ai vu ça. Donc toi, dès novembre... Moi, dès novembre, je savais que ça allait. Voilà, tu es en train d'écrire le bouquin. Voilà, mais tu sais précisément que mi-février, il va y avoir une... Voilà, on te dit ça. Voilà. Et c'est les donc services. ça se prépare. Et voilà, on sent bien que d'un côté et de l'autre, ça se prépare. Si Biden est informé d'une invasion imminente avec la présence des chars, etc., il y a dans son comportement et dans son attitude, dans sa communication, il le sait déjà que ça va... Donc il y a une sorte de jeu de dupes là que j'ai du mal à comprendre. Il y a un gros problème aux États-Unis aujourd'hui. Biden, il a bientôt 80 ans. Nancy Pelosi, 81 ans. Au niveau de la Maison-Blanche, il y a une personne qui est jeune, qui a moins de 40 ans, qui s'appelle Jack Sullivan, qui est le conseiller national pour la sécurité, qui est le bras droit de Biden pour la sécurité. Il est dans le livre aussi. Mais en dehors de ça, on se trouve dans une situation où le budget de la défense pour cette année 2022 aux États-Unis est d'un peu plus de 700 milliards de dollars. C'est beaucoup plus même que la Chine. Alors, la Chine, 150, la Russie, 60, la France, 40 en moyenne, selon les années, c'est 38, 40, etc. Donc, on est à 700 milliards. C'est sans commune mesure avec aucun pays dans le monde. C'est sans commune mesure avec l'historique, ce que ça a été. Alors, en 2021, il y avait 800 milliards, mais 800 milliards, ça englobait l'Afghanistan. L'Afghanistan, c'était un coût de 500 millions de dollars par jour. Par jour. Donc, on voit... C'est la planche à billets de la Fédérale Réserve. On voit bien, en 2021, la fin de la guerre en Afghanistan peser sur l'industrie de la défense. Ça, c'est évident. Ça a pesé extrêmement lourd. À partir du mois d'août, là, on voit qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Comment on justifie d'avoir un budget pour l'an prochain de plus de 700 milliards ? Et donc, le relais à la Maison-Blanche, il est faible, parce que là, on a quoi ? Nancy Pelosi et Biden, c'est dérisoire. Donc, mais tu veux dire quoi ? Qu'à 80 piges, on n'a pas toute sa tête, et on délègue à... Sleepy Biden. Sleepy Biden. Oui, je sais, mais... Voilà, qui se trompe entre les Iraniens et les Ukrainiens. Enfin, bon. Le pouvoir à la Maison-Blanche, c'est le pouvoir du lobby de l'armement. Aujourd'hui, c'est ça. Donc il n'y a que deux personnes qui peuvent un peu tempérer ça, et qui l'ont dénoncé d'ailleurs. Il y a Tulsi Gabbard, qui est une représentante démocrate, qu'on a aussi dans le livre pour d'autres raisons, et qui a dit il y a un problème parce qu'on est complètement sous pression du lobby de l'armement. We've spent trillions of dollars on regime change wars in the Middle East, while communities like mine in Hawaii face a severe lack of affordable housing, aging infrastructure, the need to invest in education, healthcare, and so much more. Our limited resources should go toward rebuilding our communities here at home, not fueling more counterproductive regime change wars abroad. Il y a aussi Nikki Haley, qui est du côté républicain et qui sait très bien, qui a été la représentante des États-Unis à l'ONU, une femme brillante. Les deux sont brillantes et méritent d'être présidentes toutes les deux. Et les deux ont bien conscience que, d'un côté comme de l'autre, les partis répondent au lobby de l'armement. Oui. Donc toi, tu justifies cette guerre. En fait, si je traduis ce que tu dis, ça arrange bien les Américains qu'il y ait une guerre en Ukraine pour fourguer des armes au monde entier, et que derrière tout ça, il y a évidemment des intérêts financiers qui sont ceux-là, et quand même la résultante de tout ça, il y a un cynisme total dans ton propos. Soyons je suis désolé d'être froid dans mon analyse. Encore une fois, je ne suis pas pro-Poutine ni pro-Bidenien, je suis dans l'analyse. Dans l'analyse, qu'est-ce que je vois ? Je vois que si on intègre un pays dans l'OTAN,
il a l'obligation de dépenser 3% de son PIB en armement. Je vois qu'une semaine avant l'invasion russe, la Pologne achète pour 7 milliards d'euros équivalent de 250 chars Abraham. Pour vous donner une comparaison, la France a à peu près, sur le papier, 200 chars Leclerc, mais il n'y en a qu'une centaine qui fonctionnent. Pourquoi ? Parce que le coût mensuel de fonctionnement est très élevé, on parle en dizaines de milliers d'euros, donc ça coûte très cher d'entretenir et tout ça. Donc, et la Pologne fait cet investissement juste avant que ça pète. Et c'est clair que depuis que l'invasion a eu lieu, ça pisse le contrat d'armement. Et de partout, l'Allemagne veut dépenser 100 milliards sur plusieurs années. La Suisse voulait tout de suite un budget de 2 milliards en plus. La Suisse qui veut des F-35, alors que les F-35, il y en a encore 2. C'est un avion qui a beaucoup de problèmes. Bon, bref. Et donc, les pays du Nord aussi qui veulent s'armer plus. Donc, tout le monde fait une course à l'armement et qui est une grande bouffée d'oxygène pour l'industrie de l'armement américaine qui tombe au bon moment. C'est rêvé. Jamais on n'aurait eu ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça tombe au moment ? Ça veut dire que... Mais parce qu'il y avait cette angoisse de savoir comment on fait pour maintenir 700 milliards d'euros de budget de défense, alors qu'au frontalier, vous avez quoi ? Le Canada, le Mexique. Bon, c'est pas des ennemis. Mais est-ce que ton analyse va jusque-là ? C'est-à-dire que les Américains, donc il y a le discours officiel, mais par leur attitude, par cette espèce d'attentisme quand on voit les chars arriver, même avant, enfin, ils savent pertinemment, ils le savent qu'il va y avoir une invasion, une guerre. Oui. Donc ils le savent 2 mois avant. Quand l'armée russe a fait des manœuvres en Bélarussie, donc c'était une armée où il y avait des conscrits, bon, ils font des manœuvres en Bélarus et on leur dit du jour au lendemain, vous tournez à gauche et vous allez en Ukraine. Donc ils n'étaient pas préparés. Tout ça. L'idée, c'était pour les Russes de faire quelque chose de rapide, quoi. C'était de faire une action coup de poing. Ah oui. Ils prenaient le Donbass et ça s'arrêtait là. C'était ça l'idée de base. Bon. Et le SVR, d'ailleurs, n'était même pas au courant que Poutine allait jusque-là. Le SVR, le SVR, c'est un des 3 services russes. C'est un peu l'équivalent de la DGSE. Bon, voilà. Et donc, le scénario... Même eux ne savaient pas que Poutine... C'est dingue, ça. Le scénario n'avait pas été très travaillé, on va dire, d'où le côté bricolage et le fait que ça soit mal terminé pour ils ont eu des pertes énormes, hein. Ouais, je sais. Puis là, on a parlé des Tchétchènes et machin. Les Tchétchènes, ils se sont fait on les a dégager rapidement. Hein. Ils ont fait dégager rapidement. Là, par exemple, on voit que Poutine, et c'est vrai, le Times a dit, Poutine envoie des Syriens parce que la justification du journaliste, c'est de dire les Syriens ont une connaissance du combat urbain. D'abord, le terrain, c'est l'Ukraine. Il faut parler ukrainien. Il faut pouvoir se déplacer sur un terrain qu'on connaît. C'est pas du tout la même météo en Ukraine et en Syrie. Et les Syriens, on les repère à Vilnius. Donc, aller envoyer des Syriens, ça veut dire... Le signal, c'est quoi ? C'est un signal de faiblesse. On envoie des Syriens parce qu'on n'a pas de Russes. Et on voit les conscrits, d'ailleurs, en ce moment. On dit, d'ailleurs, qu'il y a les maires en Russie, puisqu'il y a eu ces images faites par les journalistes là-bas, où on voit des jeunes soldats qui disent « on ne savait pas qu'on allait envahir l'Ukraine, etc. » Et là, Poutine a dit, ces jours-ci, il a dit « je vais retirer les conscrits ». Donc, ce sont des jeunes hommes qui ne sont pas formés. Bien sûr. Et ils n'ont pas... Au combat, il faut être déterminé. On doit être fort au combat, on frappe et on avance sur la frappe, jusqu'au bout. Et donc, le conscrit, il n'est pas volontaire pour ça. On lui dit de faire un service militaire, d'avoir un enseignement militaire, voilà. Mais il n'est pas préparé au combat. Non, mais justement, c'est une catastrophe à ce niveau-là. Sur l'OTAN, est-ce que maintenant... Donc, l'Ukraine, d'ailleurs, n'aurait pas pu rentrer dans... Parce que ce qui provoque la guerre, c'est ça, c'est l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. C'est le potentiel... intégration de ces pays dans l'Union européenne et dans l'OTAN. Ouais. Et donc, ça prend énormément de temps, quoi. Oui, donc, mais en plus, c'était pas éligible. Mais le problème... Si, ils peuvent être éligibles en 8-10 ans. Enfin, le problème, c'est qu'il faut des débouchés pour le lobby de l'armement, qu'ils soient européens, américains, voilà. Donc, les débouchés possibles... L'Afrique, ça ne paye pas. Donc, il faut trouver un bailleur de fonds pour payer pour l'Afrique. Là, on se retrouve avec des pays qui peuvent payer. Ouais.
Bon, mais ils sont frontaliers de la Russie. Sérieusement, enfin, parce qu'on dit oui, parce que les gens qui essaient de défendre, entre guillemets, ou de trouver des justificatifs a posteriori à cette guerre disent oui, mais Poutine ne pouvait pas laisser l'Ukraine à... Donc, est-ce que Poutine peut penser sincèrement que l'Ukraine allait intégrer l'OTAN ? Parce que ça... Alors, il avait une menace intérieure et où on aurait dit, mais il est faible. Et il avait une menace quand même à ses frontières. Hein. Parce que donc... si on met des batteries de missiles à la frontière mexicaine, les États-Unis réagissent. Mais bien sûr. Non, mais c'est pareil pour Poutine. Hein. Mais on n'était pas sur le point de mettre des missiles en Ukraine. Ah bah... Si. Le lobby de l'armement, il vend des missiles. Hein. Donc, non, j'essaie de réfléchir. Il vend des missiles, il vend des avions F-35, il vend du matériel. Oui, je sais, mais j'essaie de... Plus c'est sophistiqué, plus c'est cher. Ouais. Mais maintenant, avec les c'est nouvelles... pas pour vendre des Kalachnikov. Pourquoi aussi ce front européen pour le lobby de l'armement est important ? Parce qu'on voit aussi que le front islamique, qui était un peu le fonds de commerce depuis ces années, il commence à dépérir. Et sérieusement, je donne un exemple significatif. Récemment, le numéro 1 de Daesh a été tué en Syrie. Ouais. Le nouveau numéro 1 qui s'appelle le professeur. Pour pas donner, oui, j'ai vu ça dans le bouquin. Ouais. Voilà. Donc, le professeur se fait tuer en Syrie. Le professeur, il était dans une villa entourée d'arbres. Il n'y avait pas d'enceinte, de mur d'enceinte. C'est lui qui a buté les Kurdes et tout ça, non ? Ou oui, les Yazidis et tout. Et il était dans un endroit où il y avait peu de protection, un truc qui louait $130 par mois. J'ai lu ça dans ton truc. Donc, plus de moyens. Bon, et c'est symptomatique. L'intervention qui a eu lieu, il n'y a eu aucun blessé du côté américain. Bon, il a vu qu'il était perdu, il se réfugie avec sa famille. Un peu comme Ben Laden, quoi. Bunker, enfin, voilà. Il payait peut-être un peu plus. Il s'actionne. Voilà. Donc, voilà, on voit Ben Laden, c'était beaucoup plus protégé. Il y avait un mur d'enceinte, il y avait. Ouais. Bon, voilà. C'était plus dur de le repérer. Et là, là, il avait une prime sur sa tête. Il a été vendu par... Mais donc, toi, ce que tu dis en citant cet exemple-là, tu dis on a les vendeurs d'armes ou je sais pas, ou enfin... il voit que ça commence à se déliter sur le front du Moyen-Orient et que c'est pas ça qui va constituer un marché. Donc, il s'invente une nouvelle guerre. Il faut un marché. On vend des armes, il faut des acheteurs. C'est tout. Donc, c'est cynique, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est une réalité. On ne peut pas fabriquer des choses qu'on ne peut pas vendre après. Donc, voilà. Donc, si on veut plus de guerre, il faut plus, au départ, il faut plus de vendeurs d'armes. Voilà. Plus on va armer les pays européens, etc., plus ces pays-là, ils vont se dire, voilà, on a investi dans des obus GPS et machin qui ont une durée de vie limitée, hein, c'est de la techno, tout ça, qu'est-ce qu'on va en faire ? Bon, alors on peut jouer la guerre froide, tout ça, mais bon... On va voir... comment tout ça va évoluer, quoi. Et je pense aussi que la diplomatie va prendre le relais. Si on est dans cette analyse globale que tu fais avec les ventes d'armes derrière, l'Amérique qui doit faire ses trucs, Poutine qui envoie faire ses affaires, j'allais dire, la France est informée de l'imminence d'une guerre. Officiellement, ils peuvent pas le dire, mais si toi, t'es informé, et ça je peux en témoigner, enfin très tôt, mais on savait pas précisément... C'est sûr qu'on voit, tout le monde a les satellites, tout le monde voit ce qui se passe, tout le monde voit les mouvements, tout le monde voit les communications, tout le monde a des rapports, même si la France n'est pas partie du premier cercle, on a les rapports qui... donc on se doute bien que ça va mal finir. Après, le timing, c'est Poutine qui l'avait, mais on se doute bien que ça allait mal finir. L'idée, c'était que Poutine englobe le Donbass. Il y a 8 millions de russophones dans le Donbass qui sont d'ailleurs pro-russes. Faut pas voilà. Qui se prennent des bombes de l'armée ukrainienne, c'est vrai ça ? Alors, oui, ils étaient ostracisés par les Ukrainiens. Oui. Voilà. Mais au point, on avait les images d'école... Les fameuses milices étaient menaçantes vis-à-vis des séparatistes. Oui. Ça, c'est clair. Donc, il y a une légitimité, entre guillemets, mais je ne prends pas parti une fois de plus, il y a une légitimité sur cette partie-là. Le peuple ukrainien, lui, ce qu'il veut, c'est vivre en paix, et vivre en paix avec le peu qu'il a, en gros, c'est vivre avec entre 250 et fourchette haute, 400 € par mois, quoi. C'est le peuple pauvre. Hein. Tout appartient aux oligarques. Donc, le reste... et la vie humaine ne compte pas, il ne faut pas rêver. Bon.
Donc, nous, évidemment, on voit ces gens qui souffrent et qui cherchent à fuir, etc. Et je comprends l'émotion que ça peut créer. Et je comprends, tu me demandes quelle était la position de Macron, il a fait ce qu'il a pu. Il est président de l'Europe. Je sais. Voilà. Donc, c'est son rôle. On se doute. Une guerre, c'est un acte absolu. Donc, un acte absolu, par définition, ça n'a pas de limite. Donc, quand on démarre une guerre, il faut s'attendre à un gros carnage. Ça peut très bien s'arrêter rapidement, comme dégénérer complètement. Et donc, quand on démarre une guerre, il faut quand même faire tout ce qu'on peut pour essayer de cadrer. Parce que c'est un acte absolu. Donc, il a fait ce qu'il a pu. C'est clair que tous les pays européens arrosent de missiles plus ou moins vieux. C'est vrai qu'il y a des vieux stocks d'armes, etc. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour aider. On voit aussi les limites de l'exercice avec les avions de la Pologne. Et les Français vendent des armes aussi, l'industrie d'armement française fait des affaires. Quand l'Union européenne propose une enveloppe de 450 millions pour armer l'Ukraine, c'est 450 millions qui vont dans l'industrie de la défense européenne pour armer l'Ukraine. C'est pas pour acheter des armes aux États-Unis. Hein. Non, mais c'est la France, donc on est les premiers. Thales a pris 35% en un mois. Bon, voilà. Donc c'est du business, quoi. La guerre, c'est du business déjà à la base. La guerre, c'est du business. On n'est pas là pour... la population, c'est un dégât collatéral. On vous parle de la saisie des avoirs russes. Bon, d'abord, c'est pas une saisie, c'est un gel. Donc, on n'a aucune base juridique pour les saisir, mais on va geler les avoirs russes des oligarques russes, admettons. Et donc, tout est basé comme ça sur cette construction du gel des avoirs. On les déconnecte de SWIFT, etc. Et on nous fait croire que c'est suffisant, que c'est des sanctions, etc. Bon. En fait, l'Ukraine, ça fait 30 ans qu'elle est sous la coupe du crime organisé. Sous différentes formes, mais 30 ans de crime organisé. C'est un pays qui s'effondre et qui s'est effondré dans la corruption depuis toujours. Vous vous souvenez peut-être d'une assez belle femme qui s'appelait Julia Timoshenko, qui avait des tresses enroulées, là. Bon, elle a fait 3-4 ans de prison, mais on l'appelait la princesse du gaz, on l'appelle toujours la princesse du gaz, elle est toujours vivante, hein, elle est richissime. Des oligarques. Prenez par exemple l'article qui vient de sortir dans l'Obs sur les avoirs des Russes à Saint-Jean-Cap-Ferrat, les avoirs immobiliers à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Le journaliste, il n'a pas été sur place, visiblement, parce qu'il ne s'est pas demandé à qui appartenait la plus belle maison de Saint-Jean-Cap-Ferrat, qui vaut 200 millions, c'est la Villa des Cèdres. Elle appartient à Dinat Akhmetov, qui est un oligarque ukrainien. Son fils, 31 ans, a acheté pour 100 millions d'euros une propriété sur les bords du lac dans le canton de Genève, parce qu'il lui fallait 1000 mètres carrés. Donc 100 millions. Donc on peut se demander... Ces oligarques qui soutiennent Zelensky en ce moment, c'est ce qu'on a dit en tout cas dans la presse. Alors, il y en a d'autres, il y a Kolomoïski, etc. Je ne vais pas donner tous les noms parce que voilà, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Le 24 février dernier, au moment où il y a eu l'invasion russe, les oligarques, il y en a 7 qui ont contacté Zelensky en Zoom, peu importe, et ils se sont mis d'accord pour le soutenir. Donc, en gros, tu restes président et on te soutient. Moyennant quoi, ils ont l'infrastructure, la logistique, etc. pour le soutenir. Donc, c'est bien. Ils ont fait ça parce que, de toute façon, ils ne pouvaient pas se mettre du côté de Poutine. C'est un choix de portefeuille. C'est que s'ils allaient du côté de Poutine, ils avaient une menace sur leurs avoirs qui était très directe. Donc, ils n'avaient pas d'autre choix que d'aller du côté Zelensky. Mais, dans les années précédentes, les États-Unis ont bien menacé ces oligarques ukrainiens de saisie. Quelqu'un comme Kolomoïski, qui pèse entre 8 et 10 milliards, peu importe ça devient dérisoire au bout d'un moment, il n'a pas le droit de voyager comme il veut. La Suisse vient de refuser un visa à sa sœur. Il est russe, lui. Oui, il est ukrainien, mais il est ukrainien. Il est ukrainien, non, c'est lui. Non, c'est là où Kolomoïski, c'est l'artisan. Kolomoïski, c'est l'artisan qui a monté Zelensky. Zelensky, c'était quelqu'un qui était destiné à être avocat, qui faisait un peu de théâtre, etc. Et il arrive au moment où Kolomoïski a un problème avec les États-Unis, où on le menace de saisie. Kolomoïski a financé les brigades Azov, il a financé à peu près 5 milices. Qui sont nazis, enfin, c'est ces mecs qu'on Voilà, on va parler du côté. 5 milices d'ultra-droite, on va dire, des gros bras, en fait. Bon, à un moment où il était gouverneur d'une province séparatiste. Donc, il avait son équipe de gros bras. Bon. Moi, je l'ai connu à un moment, à un moment, il avait 5000 hommes en armes, quand même. Bon.
Tu l'as connu, tu l'as Alors rencontré? non, je ne l'ai pas rencontré là, mais bon, on a été sur des sujets qui méritaient une certaine étude et le fait c'est qu'il avait à sa disposition 5000, c'est peut-être imprécis, mais il avait un certain nombre de personnes qui étaient des gros bras, qui ont été intégrés à partir de 2014 dans l'armée ukrainienne d'ailleurs. Qui aujourd'hui sont des héros parce qu'ils combattent les Russes, mais bon, c'est quand même un passé un peu trouble. Donc Kolomoïski possède le média OnePlus1, il possède beaucoup de choses en Ukraine. Faire du média en Ukraine sans passer par Kolomoïski, c'est difficile. Et donc, il est un peu menacé par les États-Unis. On lui reproche sa corruption, on lui reproche des choses. Et il y a Zelensky. C'est de l'argent qui vient de la drogue, du trafic d'armes, de quoi? Tu sais pas? Pas de diffamation. C'est sûrement gagné honnêtement. Ouais. J'ai quelques doutes. Mais bon, on peut devenir oligarque en Ukraine dans un pays il fait pas partie de cette famille d'oligarques qui se sont rincés sur la chute de l'Union soviétique, sur l'énergie, etc. C'est son parcours, moi je... Mais bien sûr, oui. Bien sûr, tous. Tous, après... Ils se sont partagés le pays. Faut pas imaginer qu'on peut gagner des milliards comme ça ou devenir président du jour au lendemain comme ça. Non, c'est pas possible. Ça, c'est des contes de fées. D'accord ? Donc, le détail, il faudrait plusieurs heures pour le donner. Mais ce qu'on peut reconnaître, c'est que Zelensky, il fait sa série sur le média de Kolomoïski, qui est OnePlus1, que ça calme un peu le jeu vis-à-vis des États-Unis, etc. Et qu'il se détache, Zelensky, un peu de la sphère Kolomoïski à partir de fin 2019. Et il essaye de pousser tout seul. Et c'est méritoire, c'est quelqu'un de méritoire, il n'y a pas de problème, c'est le héros du jour, etc. Aucun problème. Simplement, le passé n'est pas celui qu'on vous donne. Et aujourd'hui, l'Ukraine, s'il y a un cessez-le-feu, la reconstruction commencera, et la reconstruction commencera dans les mains des oligarques ukrainien. Et Zelensky, a fondé, il était cet acteur de série où il joue son rôle, c'est là où l'histoire est dingue, mais est-ce qu'il est sincère quand il dit qu'il veut lutter contre la corruption? Il l'a été par la suite. Au départ, ça va pas trop bien, parce qu'en fait, il a des structures offshore, il mange un peu aussi, il a faim, donc on lui donne un peu d'argent, il le mange. Et puis il voit bien que les parrains qu'il a autour de lui lui permettent pas de lutter contre la corruption. Je veux dire, c'est un pays qui est tellement ancré dedans, comme la Roumanie, la Bulgarie, etc. Mais c'est encore pire. Donc voilà. Le port d'Odessa, par exemple, n'appartient ni aux Russes ni aux Ukrainiens. Il appartient au crime organisé. On ne fera pas débarquer quoi que ce soit au port d'Odessa sans payer la dîme à qui il faut, etc. Là, il y a une tradition de la mafia ukrainienne qui est très forte. Un des pontes de la mafia qui travaille avec les Russes, c'est Simeon Mogilevich, le parrain des parrains. Il a aujourd'hui dans les 71-72 ans. C'était quelqu'un d'inattaquable. Inattaquable. Nous, on a fait une grosse enquête d'un jeune journaliste de Blast qui s'appelle Benjamin Young sur l'extrême droite en Ukraine, et c'est quand même assez édifiant. Indépendamment de Wagner, il y a quand même en Ukraine des groupes organisés nazis, qui sont dans la culture hitlérienne. Voilà, c'est dans la culture de ce que les Allemands appellent l'Untermenschen, donc le sous-homme, et de l'homme idéal, etc. La fonction nazie, c'est une référence historique qui est trop marquée. Parce que, je suis d'accord avec toi. Mais on est dans l'ultra-nationalisme. Mais je veux dire, ils sont quand même nombreux, assez puissants, organisés. Financés par les oligarques. Les États-Unis, il y a deux représentants, un en 2019 et l'autre, je ne me souviens plus la date exactement, qui ont demandé que ces gens-là, notamment Azov, ils soient inscrits en tant que groupe terroriste. Et ce sont eux qui protègent Zelensky en ce moment, un peu, ou c'est aussi... c'est l'armée ukrainienne. Ils ont été intégrés dans l'armée ukrainienne. Donc, je sais. C'est l'armée ukrainienne. Et parce que quand Poutine dit qu'il veut dénazéifier, Mais c'est là-dessus qu'il joue. Ouais. D'abord, il parle à son peuple, il parle à un peuple qui, la Russie, a perdu des millions d'hommes et de femmes dans la guerre contre l'Allemagne. Le sacrifice russe
pendant la Seconde Guerre mondiale est 1000 fois supérieur au sacrifice des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Ça n'a aucune. On parle, selon les historiens, on va évaluer entre 20 et 25 millions de victimes. Énorme. Ouais. Bon, et donc il joue sur la corde sensible et c'est ce qui permet en fait de faire passer la pilule des pertes, etc. C'est dire voilà, je suis le rempart contre le nouveau nazisme qui vient de l'Ukraine, etc. Bon, alors c'est de la propagande. Comme la guerre, c'est aussi une guerre de communication. Tu as vu les tentatives d'assassinat sur Zelensky qui auraient été déjouées, 3 ou 4, voilà. Les groupes Wagner. Voilà. Parlons de Wagner, parce que là, pitié, les journalistes au niveau de Wagner, ils nous saoulent avec Wagner et ils les portent au pinacle, vraiment comme si c'était les nouveaux dieux du mercenariat. Bon, Wagner, ils étaient au Mozambique. Ils ont pris une branlée au Mozambique, ils ont tous été décapités. Par les Shabab. Voilà. Donc là, c'était réglé. Wagner, ils étaient en Libye, ils étaient du côté Haftar, ils ont pris une branlée quand les Turcs sont venus aider Jalal en Libye, et ils se sont retirés, et c'est le problème où normalement Haftar pensait gagner, il a perdu. Bon, il a perdu, il est encore là, mais il n'a pas rempli ses objectifs. Wagner, ils sont un peu au Mali, pas beaucoup, et ils sont un peu en Centrafrique. En Centrafrique, ils ont plutôt stabilisé la situation. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais ils sont 4-5 000, non ? Ils sont pas plus. Ou c'est des conneries, ça aussi. Alors, parce que toi, tu les as croisés sur le terrain. Mais dans une compagnie militaire privée, il n'y a jamais de... Ils sont pas tous ensemble au même moment, je veux dire. Non, mais il y a jamais... Dans une compagnie militaire privée, ça marche pas comme ça. Ça recrute en fonction des besoins. On n'embauche pas les gens pour les garder comme salariés. Non. Il y a un conflit. On regarde, on a besoin... Allez, j'ai besoin de 1000 Gourkhas, j'ai besoin de 1000 légionnaires, j'ai besoin de là. Je les embauche à ce moment-là. Mais en tout cas, les gens de Wagner, ils sont payés $3 000 par mois. Alors que un légionnaire qui va travailler... Enfin, nous, on était payés au Niger $400 par jour. Donc, c'est une sacrée différence. L'équipement... Ce qui fait la qualité du combattant, c'est aussi son équipement. Bon, l'équipement de Wagner au Mali, c'est rien. Donc, qu'on nous saoule avec Wagner du soir au matin, alors qu'en fait, c'est les clochards du mercenariat, c'est les gars les moins payés. Les Gourkhas, c'est 6 000... un Gourkha, il ne travaille pas à moins de 6 000 € par mois. Chaque fois que je vois Wagner, surtout en ce moment dans les médias, on voit ces images de types qui s'entraînent, ces espèces de molosses russes là, qui veulent bousiller tout le monde. Non, mais c'est bien que tu dises ça, parce que ça resitue... La Chine... On a dit qu'ils étaient pro-russes, mais en fait, pas tellement. Ils sont aussi dans elle est pro-chinoise. Oui, non, mais ça va. Non, mais justement, alors, l'intérêt de la Chine n'est pas vraiment d'aller aider les Russes en ce moment. C'est de rester en attente, si ça leur etc. permet de mettre la main sur des actifs, si ça leur permet de consolider des acquis, ils seront pro la personne qui leur permet de faire quelque chose. Voilà. Bon. La Chine est pro-chinoise, elle a une politique expansionniste mesurée dans la mesure où elle reste quand même dans ses frontières et elle fait attention avec Taïwan, etc. Bon, Hong Kong, c'était normal qu'il l'englobe, c'était perdu, mais on voit bien qu'avec Taïwan, il y a quand même des hésitations, heureusement. Parce qu'on peut se dire que c'est le prochain. Enfin, ce que Poutine fait sur l'Ukraine, ils peuvent faire ça à Taïwan. C'est pas si évident que ça. C'est pas si évident que ça, parce que l'armée chinoise, elle est mal équipée, donc elle est nombreuse mais mal équipée. Bon, c'est pas trop leur intérêt économiquement de provoquer une guerre qui pourrait être une guerre assez généralisée. Je vois pas l'intérêt économique pour eux. Donc, c'est vrai que Xi s'est placé au niveau d'une sorte d'empereur de Chine qui a plus de... Bon, et ça pose des problèmes en Chine, et il y a beaucoup de résistance potentielle à son pouvoir, mais il a une répression qui est féroce. L'info est sortie, tu sais, de cette bombe, enfin ce tir de missile, si j'ai bien compris, à la centrale nucléaire en Ukraine. Il y a la question est cash, quoi. Parce que tu dis la guerre, c'est une guerre totale, il y a quand même un risque, parce que c'est Poutine qui décide. Y a-t-il un risque qu'on s'en prenne une, quoi ? Enfin...
Non, parce que on reste, c'est pas son intérêt. Le rapport de force, c'est pas du tout en faveur de Poutine. Hein. En ce moment, tu trouves ? Oui. Là, ils sont tout près de Kiev. Poutine attaque un pays de l'OTAN, il est mort demain, quoi. C'est fini. Hein. Le rapport de force entre les forces de l'OTAN et la Russie, Non, mais c'est pas possible. Donc, non, il sait que les limites, elles sont rapidement atteintes. Les forces de l'OTAN, parce qu'il y a les Américains. Sinon, le reste... Oui, oui, le reste est faible. Mais le fait est, c'est que les Américains, c'est énorme. Bon. Et qui sont chauds. Donc, Et donc, toi, tu n'y crois pas. Et donc, c'était une sorte d'accident, parce qu'on a eu deux versions, tu sais, sur l'histoire de la centrale. Ouais. On a dit à un moment que... les Russes ont évidemment communiqué sur les faits que c'était parce que ça les desservait, en quelque sorte, qu'il y ait cet accident ou ce tir. Alors, même si les réacteurs n'étaient pas visés, ils ont dit oui, mais c'est une manipulation des Ukrainiens. Alors, techniquement... Je peux donner une information, il n'y a pas de problème dans les détails. Les gens connaissent par exemple les canons César. Les canons César, c'est ceux qu'on a utilisés en Irak, qui sont des canons montés sur des camions, hein, et qui tirent des obus qui sont guidés GPS. Donc si, avec un pointeur laser, je vise Denis Robert, l'obus va aller juste sur Denis Robert. D'accord ? Pile poil. Un obus guidé GPS, ça vaut 100 000 €. On voit la différence par rapport aux obus de la guerre de 14 qu'on pouvait... Voilà. Donc ce genre d'obus-là, les Russes en ont. S'ils veulent utiliser ce genre d'obus pour aller taper une cible précise et créer un incident nucléaire, il n'y a pas de problème. Donc comme là, ça, je l'ai compris. Voilà. Le fait qu'il tape à côté, c'est quoi ? C'est un message qu'on doit décoder ? Il tape à côté. Bon, donc c'est sûr que ce sont les Russes qui ont tiré. Qui ont balancé. Est-ce que dans le fatras d'obus qui se sont abattus, il y en a un qui n'était pas au bon endroit. Les accidents sont toujours possibles. Je veux dire, les dégâts collatéraux. Si tu veux, dans la tension, ça a monté d'un cran après cet accident. Tous les journaux du monde entier ont ouvert là-dessus. Hier, les journaux du monde entier, ils parlaient un petit peu aussi des laboratoires qui contiennent des éléments pathogènes. Ouais. Et en Ukraine, qui sont financés par les Américains. Donc, c'est des laboratoires américains en Ukraine qui contiennent des éléments pathogènes. Et donc, les Russes, ici, il y a 30 laboratoires. Moi, je ne sais pas combien il y en a, mais c'est aussi gênant. Je veux dire, donc, il y a des cibles comme ça qui sont des cibles dérangeantes. Et forcément, une centrale nucléaire, ça en fait partie. Ouais. Et c'est là où il faut se poser la question, en France, comment on fait pour défendre un pays qui a 54 réacteurs ? Alors, oui, justement, moi, c'est un des sujets que je veux traiter à Blas, parce que c'est, si vraiment il y a ce type d'attaque en France, on est à poil, on n'a pas d'iode, on n'a pas de médicaments. C'est juste pas possible. Par contre, en Suisse, ils sont un peu mieux équipés. Oui, alors en Suisse, il y a une tradition des abris atomiques dans toutes les maisons, etc., qui est toujours vraie, hein, que les abris doivent être entretenus, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait une fois que ça a pété et qu'on sort de son abri atomique au bout d'un moment parce qu'on n'a plus d'eau, parce qu'on n'a plus de... Voilà, donc bon... mais quand même. Ils sont mieux préparés. Mais bon, ça reste... Et en Europe, il y a d'autres pays qui sont mieux préparés, où on est tous au même niveau. Si ça arrive... Ça arrive, voilà. Mais c'est l'intérêt de personne, parce que c'est une autodestruction. On se dit, c'est un tel autocrate, Poutine, que... D'abord, il n'est pas seul à ce niveau-là. Non, il a 5-6 mecs autour de lui qui le tempèrent un peu, sûrement. Voilà, c'est pas... Et il continue à négocier. Donc, on se dit que la diplomatie, à un moment donné, va prendre le relais, quoi. Une guerre, ça se termine toujours. Hein. Il y a toujours un moment où il faut savoir la terminer, d'ailleurs, dans la défaite ou dans la victoire. Moi, à mon avis, à mon sens, il aura une défaite, parce que là, ce qu'il a dépensé, les pertes sont importantes, mais il va s'en sortir avec le Donbass. Il va garder le Donbass. En fait, il y a une différence entre le terrain qu'on va conquérir et le terrain qu'on va garder. Ouais. Mais lui, il va peut-être conquérir beaucoup, mais aller à Kiev, ça n'a aucun intérêt stratégique pour lui, d'autant qu'il sait qu'il y a des millions de personnes à Kiev qui sont tous ukrainiennes, tous contre lui. Donc, c'est pas avec 100 000 gars qu'il va aller lutter contre des millions de personnes. Et donc, l'idée de base, au bout d'un moment, ça va être de voir comment il peut arrêter la casse en gardant le Donbass et peut-être une bande... c'est ce que tout le monde dit. Voilà. Et Zelensky et les oligarques et les Américains sont prêts à lâcher, là. Ils n'ont pas tellement de choix, puisque c'est comme ça que ça va se... Ils vont regarder ce qui reste comme actif dans la partie intéressante pour eux,
Voilà, les marchés de reconstruction. Les États-Unis viennent de donner une enveloppe de 14 milliards de dollars à l'Ukraine. 14 milliards de dollars pour acheter des armes américaines et pour reconstruire un peu. Bon, sachant qu'on n'est pas encore... J'ai vu tomber cette info-là. Voilà, bon. Et est-ce qu'on peut avoir, j'allais dire l'espoir. En Russie, il y a quand même une opposition anti-Poutine, mais il y a des manifs, on a vu des manifestants qui se faisaient arrêter, etc. On dit 5000 le week-end dernier, 4000. Et ça pèse. C'est là où il faut se rendre compte de la souffrance de certaines populations. Et la Russie, c'est pas la seule. Moi, je suis vraiment étonné de voir la résilience de certaines populations alors qui souffrent énormément. S'il y a des pays qui souffrent de la répression, bon, il y a la Turquie, il y a la Russie, il y a un pays aussi qui est extraordinaire, qui est l'Égypte, qui souffre de la répression d'Al-Sisi, mais comme c'est pas permis. Le fait d'avoir une simple conversation dans un café peut envoyer les gens 3 ans en prison et d'être torturés immédiatement. C'est extrêmement grave ce qui se passe en Égypte. Ça fait partie des peuples qui souffrent le plus. Et ces peuples-là, moi je dis bravo à leur résilience, bravo à ce qu'ils peuvent supporter, endurer. On serait incapable de ça. Et se rebeller contre une autorité pareille, c'est extrêmement dur. D'autant qu'aujourd'hui, on leur donne des outils, des coûts d'analyse qui sont mortels. Donc, c'est pas du tout la période qu'on a connue avec la Seconde Guerre mondiale. Donc, toi, tu es plutôt confiant sur l'issue de cette guerre, quoi. Alors, cette guerre en Ukraine, elle peut pas aller tellement plus que... Même si ça pas au-delà du mois de mai. La solution sera trouvée... Compte tenu de l'armement des Russes, compte tenu de la résistance de la population. Voilà, de toutes les composantes du coût que ça représente et des pertes, etc. Plus ça dure, plus Poutine perd, et il ne pourra pas perdre au-delà du mois de mai. Voilà.